Si tu me demandes c'est quoi la pire journée qu'on ait vécue en Mongolie, sans aucun doute je te dirais c'est celle-là. Ouais, la moto elle est dans un sale état. Ouais. Passe la pointe là, à côté de la pointe. Ce jour-là, la Mongolie m'a mis à genoux, et je suis pas prêt de l'oublier. Mathilde! Salut, on se retrouve, on est au coffee shop de... C'est quoi la ville? Attends, là c'est un peu technique. Là c'est technique, donc ça apparaîtra sur la carte. Voilà, on prend un petit cappuccino pour nous remettre un peu de nos nuits de camping frugales et reprendre des forces. Et ensuite on va reprendre la direction toujours pleine ouest, direction la capitale. On va vers l'est, Hugo. On va reprendre la route plein est, pardon, je suis à la ramasse totale. Et on devrait arriver vers Karakorum, qui est l'ancienne capitale, et il y a pas mal de choses à voir. En tout cas, ce qui est cool dans ce pays, c'est que le coffee shop, en fait, c'est chez les gens. Tu fous une petite barrière blanche là devant, voilà. Tu fous ton truc au milieu du jardin, et là, tu as le jardin avec l'habitation. Voilà, le coffee shop, c'est dans le jardin de la dame. Ah Hugo, aujourd'hui t'es bien détendu. Franchement, je crois que c'est l'une des pires intros que t'as sorties depuis Paris. À force, je me demande si dans ton cappuccino il n'y a pas autre chose que du café. Mais bon, comment ne pas ralentir ici? Ce village mongol respire la simplicité. Des ruelles en terre, des clôtures en bois un peu bancales, des yourtes posées entre deux maisons. Et ce soleil qui réchauffe tout. Ici, la vie a l'air simple, presque évidente. Allez, on se remet en route. On a fait des petites courses pour prendre de l'eau et tout. Direction Karakorum, ancienne capitale du pays. J'aime bien les petites villes comme ça, mélange de traditionnel avec, je sais pas si on voit là, les yourtes dans les jardins, les barrières en bois et les maisons en dur. On a de la chance parce que là c'est une vraie route, mais sinon tout le reste de la ville c'est route comme ça là. Hop, tu pars là. Tu pars à droite, à gauche. Ambiance tout terrain quoi. Allez, profitons du bitume pendant qu'il est encore là. Incroyable ici. Ça c'est la Mongolie, tu quittes la route principale, hop, tu sors. On s'arrête au bord de l'Ider, le plus grand cours d'eau du pays. On prend le temps de souffler, de regarder les paysages. Ici, la steppe prend du relief, presque comme une montagne qui s'affirme. Les arbres, eux, se font plus présents, éparses, mais bien là. Avec notre bouteille d'eau poétiquement baptisée Voyage, on se surprend même à rêver d'aller piquer une tête. Elle est fraîche, mais vu qu'il fait chaud dehors, là, il fait super bon. Tu comprends pourquoi les gens ils se foutent à la flotte là le long du cours d'eau et tout. Ça fait du bien. Écoute, moi la nature comme ça m'inspire. Ça m'inspire tellement que je vais te dire un truc. Je viens de me rendre compte que je me trimballe un compresseur, 2 chambres à air neuves de 21 et 18 pouces. Donc ce soir, si on est au bord de l'eau, moi je vais me faire un petit délire bouée. Et j'espère qu'on sera au bord de l'eau. Allez, on reprend la route. Et je vais continuer de rêver à mon projet de bouée. Après ma cuisine en pierre. Allez, go!
Cette journée de route idyllique en Mongolie, on la terminera au bord du lac Terkin Tsagan. Et cerise sur le gâteau, on ira même jusqu'à réaliser le fantasme de Mathilde, dormir dans une yourte. Et nous, notre yourte, c'est la dernière. Celle un peu à l'écart. Voilà. Bienvenue à la maison. C'est là. Manque de bol, on est arrivé un peu tard. Et même si le soleil nous gratifie d'une super lumière, il ne fait pas chaud. Du coup, mon délire de chambre à air pour flotter comme un gamin attendra une autre fois. Mais c'est pas grave, parce qu'ici des gamins, des vrais, il y en a plein. Alors autant jouer avec eux. Ils sont comme moi, ils profitent du soleil et des derniers instants de chaleur pour s'amuser. Ils sont derrière la caméra, ils sont fascinés par le fait de me voir. C'est trop drôle. Bon, je vais profiter que mes deux nouveaux copains aillent courir au bord du lac pour décharger la moto et te faire visiter ma yourte. Bon bah voilà, ça y est, on l'a la yourte, c'est ça. Donc c'est cet habitat circulaire qui est une tente mais un peu plus costaud, tu vois. Tu retrouves au milieu le poêle à bois, t'as une table, une chaise, une ampoule, un puits de lumière là-haut, et puis voilà, hein, c'est une tente géante quoi. Alors ce qui est marrant, c'est que t'as le PVC direct par terre, t'as l'herbe qui passe à côté. T'es vraiment une tente de camping avec l'ossature bois tout autour et puis des lits, voilà. C'est ça la yourte, l'habitat typique mongol. Et c'est là qu'on va dormir, c'est plutôt cool. Bien sûr que c'est cool. À la nuit tombée, on se fait des nouilles instantanées à la lumière de la frontale. Puis, on allume le chauffage parce que mine de rien, les nuits sont fraîches ici. Et puis ce poêle planté au milieu de la yourte, y a pas à dire, c'est lui qui donne toute son âme à cet abri. Le lendemain matin, on reprend la route. Assez vite, on quitte l'asphalte pour filer sur les pistes. Seulement 100 km au programme aujourd'hui, autant dire une balade. Pas de pression, on prend notre temps, on savoure. Mathilde a repéré un petit raccourci sur le GPS, une trace censée nous emmener longer la célèbre rivière Orkhon. C'est donc, tout content, qu'on replonge dans la Mongolie telle qu'on l'aime. Des troupeaux partout, des chevaux sauvages, des chefs, des yaks et un décor qui vit. C'est un peu place de la République, jour de manif ici, dis donc, hein. Oh là là. Coucou toi. Oh toi, on te fait pas chier, hein. En plus, il y a tout le monde, regardez. Il y a toutes les congrégations politiques. Il y a le mouton. Et là, il y a le yak. Ils sont beaux les yaks, j'adore cet animal, putain. Je trouve que c'est un animal très beau. Très peureux aussi. Mais très beau. On dirait une vache avec des poils longs, ouais. Eh ben, allez, dispersion. Emporté par ce sentiment de liberté que ce paysage dégage, je me décide de grimper la colline qui se dresse devant nous.
et sans réfléchir, je me lance à l'assaut. Pourquoi? Pour le point of view, bien sûr. Pouah. Eh ben voilà, en Mongolie, si t'es un peu curieux et que tu te dis vas-y, je vais voir ce qu'il y a en haut de la colline juste pour le fun, parce que je peux le faire et c'est fun, bah t'as le droit à ça, une magnifique vue. Et quand t'arrives, ça fait un peu l'arrivée en mode Jurassic Park, tu sais. Je me souviens d'un plan là en hélicoptère et d'un coup ils arrivent et paf, tu vois tous les dinosaures. Voilà, tu vois juste des moutons, des chevaux et des yaks. Oh, en tout cas c'est stylé, regarde. On repart. Assez vite le décor change. La piste s'enfonce dans une vallée. Joli, ouais, mais ça devient technique. La terre se transforme en gadou. Et là je comprends. On arrive au lit de la rivière. L'Orcon montre enfin son vrai visage. Au début, rien d'impressionnant. Quelques arrêts, 2 regards pour trouver par où passer, presque un jeu. Des passages à gué, un peu de boue, c'est presque banal. Après tout, rouler dans la flotte en moto, c'est censé être kiffant, le summum de l'aventure. Pour les premiers franchissements, on trace. Rien d'épique, pas de difficulté. Mais plus on avance, plus ça s'enchaîne. Les traversées se multiplient et surtout, elles se corsent. À partir d'ici, les traversées s'élargissent beaucoup et le passage se complique vraiment. Petit à petit, un rituel s'installe. Poser les motos, descendre dans l'eau glacée. Regarder, sonder, chercher la trajectoire qui semble la moins risquée. À certains endroits, on dirait pas, mais le fond disparaît d'un coup. Et surtout, le lit de la rivière se couvre de pierres que tu ne vois pas quand tu es sur la moto. En roulant, tu avances à l'aveugle en priant de ne pas heurter un caillou mal placé qui te déséquilibre et t'envoie au tapis. Je le sais, avec mon mètre 70, si ça tourne mal, je ne pourrai jamais retenir la Ténéré au milieu de la rivière si je vois pas où poser le pied. Cette première grande traversée, Mathilde la sent pas, alors je fais passer les 2 motos. Après chaque franchissement, la Mongolie nous accorde un court répit. Juste quelques minutes de paysages verdoyants, d'animaux sauvages qui traversent la steppe comme si de rien n'était. Et puis 500 mètres plus loin, rebelote. Une rivière encore plus large, encore plus casse-gueule que la précédente. Eh ben... Tu le fais? Ok, vas-y championne. Eh ben elle l'a fait, putain. C'était chaud. Chaque passage pompe nos forces. Les bras se crispent, les épaules se bloquent, la confiance s'effrite. Parce que franchement, tenir une moto de 250 kg dans une rivière, c'est pas du pilotage. C'est un combat entre toi, la machine et les cailloux. On est déjà au 12e franchissement et une pensée me traverse. Plus on avance, plus on s'épuise. Et plus on s'épuise, plus les chances d'avoir une galère augmentent. Je sais pas où on la traverse, hein. À ce moment-là, il y a une énorme dissonance entre la beauté que m'offre la Mongolie à l'extérieur et les difficultés qu'elle me fait vivre à l'intérieur. Oh, la profondeur. C'est les yaks qui vont se sonder pour nous. Chaque montée, chaque descente de moto, chaque botte plongée dans l'eau glacée, c'est une dépense d'énergie de plus, un inconfort qui s'accumule. Quand même pas mal d'eau les bestiaux.
Mais là-bas, ça peut être intéressant. Tu passes la pointe, là, à côté de la pointe. Dans l'eau. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Et tu vises ma moto. Là, tu me passes devant. Et puis ce qui devait arriver arriva. Dans l'un de ces guets, ma moto bascule. Je tends la jambe, mais le dévers immergé m'emporte. Impossible de la retenir. En 2 secondes, la moto est couchée, engloutie. Avec Mathilde, on lutte 2 minutes interminables à essayer de la relever. Les pieds ancrés dans le fond de la rivière, le souffle court, les bras qui brûlent. Quand enfin on y arrive, il est trop tard. L'eau s'est infiltrée partout. Je tourne la clé, rien. La moto est morte. Il faut la sortir à la main. 1, 2, 1, 2. Attends. Allez, on y est presque. Pour sortir le bestiau de 250 kg planté au milieu de la rivière sur un tapis de pierre, on a dû vider toutes nos forces. Moi, à pousser comme un goré, Mathilde, avec une sangle accrochée au crash bar, a tiré comme un bœuf. Ouais, la moto elle est dans un sale état, elle démarre pas, c'est même pas un allumage quoi. Noyé, regarde la boîte à air. Pour aller faire baigner et élever des poissons rouges. Là c'est chaud. Là. Je suis planté là au milieu de l'eau. Elle est restée je pense une bonne minute. Et là je sais même pas si j'ai la clé à bouger, putain. Là c'est la merde. Il n'y a même pas de réseau. Mathilde est partie voir si on avait du réseau parce que on lui a appelé notre mécano en chef en France, Bernard. Et on va voir. Et là je craque. On est vidé, dépité. Pas de réseau, pas d'âme qui vive, juste nous et cette rivière qui nous rappelle qu'ici c'est elle qui décide. À ce moment précis, l'aventure perd son vernis. La fatigue écrase la lucidité. Et puis comme un signe au loin, des 4x4 mongols apparaissent. Mathilde leur fait signe, moi je leur demande de l'aide. Sans hésiter, ils se mettent à plusieurs. On soulève la moto, on la penche et on la vide. L'un d'eux sort même un chiffon pour nettoyer la vase accumulée dans la boîte à air. On la repose, je respire, je croise les doigts. Et là, miracle, elle redémarre. Le grondement du moteur résonne comme une délivrance. Et avec lui, un peu d'espoir renaît. Mais nos corps sont lessivés. Et dans nos têtes, la Mongolie vient de nous montrer qu'ici, rien n'est jamais facile. C'était notre 19e passage de rivière. On regarde le GPS, il nous en reste encore 3
3 traversées et plus aucune énergie. J'ai aucune notion de l'heure, aucune notion du kilométrage parcouru. On ira au pied de la colline voir si on peut passer par la forêt. Mais impossible de s'extirper de ce bourbier. J'ai voulu éviter le cours d'eau, mais c'est pas bon. Faut faire demi-tour. On se résigne et on suit la trace. On arrive une nouvelle fois au bord de l'Orcon, soulagé de voir une famille mongole camper à proximité. Malheureusement, notre joie sera de courte durée en découvrant l'ampleur de la traversée qui nous attend. Ou alors faut passer là et là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Passer sans tomber. Hein. Yes. 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 La famille nous confirme, au milieu c'est trop profond. Il faut traverser en 2 fois. À droite, puis revenir sur l'autre rive. C'est difficile après aussi. C'est difficile. Tu as appris le français à l'école? Oh, j'ai appris français. J'ai appris français. Ok. Je parle. Faut le faire en 2 fois, faut faire ça et ça. Ça on peut le faire assis ou debout. L'autre faut le faire à 2 à côté de la moto. C'est trop touchy. On va se faire chier. On peut aller jusque dans l'angle. Nous-mêmes, assis ou debout, c'est comme tu le sens. C'est jouable. C'est pas du tout profond. Mais faut pas la coucher quoi, c'est tout. Par contre l'autre faut le faire à 2 à côté de la moto. Attends, j'y vais en premier. Ouais. Et je t'attends là-bas. It's really heavy, hein? Cette portion est vraiment compliquée à négocier. On est rincé et le milieu de la rivière ressemble plus à un pierrier immergé qu'autre chose. Et surtout, on n'a aucune envie de remettre une moto à l'eau. Alors les 2 Mongols viennent nous filer un coup de main en la tenant avec nous pour la stabiliser et la faire passer. It's okay. Thanks. Thanks. « 21 traversées aujourd'hui déjà, une dernière à passer. Les Mongols nous avaient dit, la suivante c'est la pire. Et quand on est arrivé devant, j'ai juste eu envie de chialer. Impossible, voilà ce que je me suis dit. C'est là le passage.
Là, je suis quand même pas mal dubitatif. C'est la première fois que je vois plus d'eau que de terre autour de la moto. On respire un grand coup et à bout de force, on plonge une dernière fois dans la rivière. Moi, assis sur la moto, Mathilde derrière à pied pour m'aider à me stabiliser. Plus j'avance, plus j'ai l'impression de m'enfoncer dans la rivière. Mathilde, c'est profond quand même. J'ai l'échappement dans l'eau. J'ai l'échappement dans l'eau. Je suis totalement épuisé, éreinté par les efforts physiques de la journée, lessivé par l'ascenseur émotionnel de chaque traversée. Ça fait maintenant des heures que j'ai les pieds trempés et l'angoisse de refaire tomber la moto me ronge. Ma lucidité, elle s'est presque volatilisée. Putain. Mathilde! C'est profond de ouf, meuf. Tu te rends pas compte. Allez. La Ténérée est passée, mais le répit est de courte durée. Il faut retourner sur l'autre rive chercher la CB500 de Mathilde. Enfin, on arrive à s'extirper de cette rivière. Waouh, quel soulagement, on a tenu bon. Et comme pour nous récompenser de notre acharnement, la Mongolie nous révèle sa magie. Au milieu de la steppe, on aura le droit à un coucher de soleil irréel. On est rincé, lessivé, mais là, à cet instant, on se sent vivant, vraiment vivant. À la tombée de la nuit, à 2 pas de l'arrivée, on s'en prend encore une. Un dernier plouf d'honneur. Comme si la Mongolie voulait signer elle-même la fin de la journée. Ouais, putain. Moi, je suis éclaté. J'ai cru qu'on repartirait pas là une fois que j'ai fait tomber la moto dans la flotte. À la base, on devait camper, mais on a les pieds trempés. Mes affaires, elles sont trempées. Tous mes pantalons sont trempés. Mon duvet, il est trempé. Donc ce soir, on va aller dans une yourte. On va refaire du feu. On va essayer de faire sécher tout ça. Et... Ouais. Ouais, on a passé 22 fois, je crois, le cours d'eau. Un truc comme ça, laisse tomber. Rincer. Rincer, rincer, rincer. Je crois que là, les dernières 20 bornes, on a mis... de 16h à 20h. Il est 21h, donc depuis 16h, on a mis 4 heures au moins. 4 heures pour faire les 20 dernières bornes. L'enfer. Mais cool. On est arrivé. Quand même croisé assez de monde pour nous aider à plusieurs reprises sur des moments
improbable et absurde presque, mais voilà quoi. Même le groupe de jeunes là qui nous a aidés pour voir un peu où passer, avec la petite nana qui parlait 3 mots de français, les mecs qui nous ont aidés à pousser la moto à cet endroit là. L'autre groupe avant là, ils faisaient très citadins, mais ils étaient tous avec leur gros 4x4, mais ils étaient quand même là pour soulever la bécane et vider la flotte qu'il y avait dedans. Donc non, on est quand même tombé sur des Mongols hyper cool partout. C'est vrai qu'on a l'impression d'être seul au monde, mais en fait c'est quand même des routes, hein. C'est des routes ici. En vrai, je pense pour demain ça sera tranquille parce qu'en fait là regarde, vu qu'ici c'est le dernier point un peu où t'as tous les trucs. Avant on n'a rien vu. Là c'est ici où t'as tous les trucs et tout là, de yurts, de machin, de location. Je pense que demain, bon, on ne peut pas prédire sur l'avenir, mais je suppose que ça sera pas aussi technique. Et les gens ils se demandent pourquoi t'es un diable. Parce que ils sont smart ici là pour aller jusqu'aux yurts parce qu'elles sont quand même un peu écartées les unes des autres, ça va, c'est cool. Tu mets tes sacs dessus et puis tu vas à la yourte avec. La yourte, on la transformera en étendoir géant. On allumera un feu pour se réchauffer, puis vient le festin du guerrier à moto, simple mais mérité. Et enfin le sommeil, lessivé mais la tête pleine de souvenirs. Franchement, il n'y a pas à dire, les aires d'autoroute en Mongolie sont vraiment extraordinaires. Ils font rire les deux gamins là. Ils sont fascinés par la caméra. Du coup, ils font comme moi, ils profitent du coucher de soleil pour laisser cours à leur créativité d'enfant.